opérationnels chaque année à travers un programme d'action, hein. On a aujourd'hui 5 actes d'intervention, notamment un qui est autour du partage d'expertise et de compétences dans lequel s'inscrit ce webinaire ce matin. Alors, le format webinaire, on le développe depuis l'année dernière. On a eu un premier webinaire en 2022 qui, lui, était plus à destination du réseau des carriers, qui a vraiment permis de montrer, de valoriser les liens entre carrières, aires protégées et patrimoine géologique. Donc, on a quand même eu un succès. On a une cinquantaine de participants. Aujourd'hui, on est sur un webinaire encore plus ouvert, donc qui est vraiment destiné aux 4 réseaux de partenaires. Et on aura ce matin des interventions 4 interventions qui vont permettre d'illustrer un petit peu une coopération réussie. Donc, on a différents intervenants toutes les interventions se feront à 2 voix. Une première intervention autour des questions plus paysagères, hein, sur le bassin carrier de Marquise. Donc, on aura Laurence Fortin du PNR du CAPS et Marais d'Opale qui interviendra en binôme avec David Duwatt qui représente les carrières du Boulonnais. On aura également une deuxième intervention sur toutes les questions de nature et industrie avec Charles-Frédéric Lemaître de Vica et Raphaël Quesada de la réserve naturelle des étangs de Mépieux. Et ensuite, 2 autres exemples. Un exemple de coopération entre les sablières Léonard et la ville de Célestat, avec Jérémy Desbonneval des sablières de Léonard et Marlène Cacot pour la réserve naturelle Pied de Célestat. On a également un dernier exemple autour du partenariat Lafarge Granulat et la réserve naturelle géologique de Socat-la-Brède, avec François Misnard et Cyril Gréaume. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on est sous un format dématérialisé, mais nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait des temps d'échange entre nous. Donc il faut vraiment se discipliner puisqu'on est sous un format en distanciel. On vous propose, c'est qu'il y ait ces interventions à 2 voix et qu'après, on prenne un temps de questions pour pouvoir échanger et réagir sur les interventions qui seront faites. Et voilà, donc je passerai en tout cas la parole peut-être à Corentin s'il y a d'autres aspects logistiques que tu souhaites présenter avant de commencer, hein. Alors moi, Euh, personnellement, je ne pourrais pas rester avec vous ce matin, mais voilà, je vous souhaite en tout cas de très très bons échanges. Et puis voilà, merci à vous de vous être mobilisés, hein. Je te laisse, Corentin, peut-être prendre la suite. Merci à vous, hein. Merci Marie. Oui, alors ça, tu as à peu près tout dit. Simplement, oui, pour rappeler que si vous pouvez bien penser à couper tous vos micros pendant les interventions, de laisser juste l'intervenant avec son micro, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Et voilà, je me permettrai aussi auprès des intervenants de les prévenir si jamais je vois que le temps risque d'être un peu serré pour laisser le temps d'avoir des questions à la suite de chaque intervention. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'il faudrait arrêter le partage de la slide ouais, et laisser maintenant la parole à donc Laurence et David pour la première intervention. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? C'est bon? C'est Oui. bon? Bien. Effectivement, d'abord une première précision, hein. Vous voyez effectivement que voilà, là, la présentation se faisait entre donc, le parc et l'UNICEM Hauts-de-France, hein, de la part d'Olivier Poulain, qui est le président de l'UNICEM, hein, mais qui n'a pas pu être présent ce jour, hein. Mais M. Poulain donc, étant associé des carrières du Boulonnais, donc, il m'a confié l'agréable mission, en collaboration avec Laurence Fortin du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, de vous exposer donc, ce qui a marqué un partenariat d'envergure et encore important aujourd'hui entre les exploitants du bassin carrier de Marquise et le parc, et notamment au travers donc, le plan de paysage. Donc, tout d'abord, le bassin carrier de Marquise, en quelques chiffres et quelques mots, qu'est-ce qui le caractérise? Hein, c'est 2500 hectares, ici représentés donc, en jaune, hein, au cœur du parc naturel donc, des Caps et Marais d'Opale, hein, doté d'un chef-lieu de canton, la commune de Marquise, qui, avec 8 autres communes limitrophes, constitue ce bassin. C'est un bassin de vie et d'emploi né avec l'exploitation de la roche calcaire dès le 19e siècle et qui s'est développé avec la production de marbre accompagnée d'une industrialisation importante tournée vers la métallurgie.
Début 20e, c'est déjà plus d'un millier de personnes qui travaillent dans le secteur. Et aujourd'hui, donc, ce bassin, c'est près de 15 000 habitants et près de 2 500 emplois directs et induits, donc par l'activité, qui s'organise autour de 4 carrières, qui ensemble réunis représentent la moitié de la production globale du nord de la France, avec près de 12 millions de tonnes annuelles de granulats. Donc 95% sont concassés de l'enrochement au filaire, 50% sont utilisés dans les travaux publics et le béton, et les 50 autres pourcents à destination de l'industrie chimique. Et une seule société travaille encore la pierre pour ses qualités marbrières. Le contexte géologique aussi caractéristique du bassin carrier de Marquise est l'affleurement donc, par l'érosion du Crétacé, en fait, du Jurassique et du primaire. Le primaire donc, constitue le gisement d'une importante couche calcaire de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et la couche supérieure, donc constituée des sédiments du Jurassique, doit être retirée donc, par les carriers pour extraire cette roche calcaire. Cette couche donc, qui est peu profonde, quelques mètres, ou toute présente sous forme de poche, donc à l'échelle du bassin, son volume est estimé à environ 58 millions de mètres cubes, dits stériles d'exploitation, pour une période de 30 ans, et qu'il faut donc stocker à proximité, mais sans pour autant contraindre davantage l'exploitation et les extensions possibles. Sur cette seconde diapo, vous pouvez visualiser donc une photo aérienne de 1989 montrant l'imbrication des différentes carrières avec les zones bâties et les cultures, ainsi que de manière donc, plus ou moins donc, dispersée, les divers dépôts de stériles, et en pointillé les emplacements futurs. En effet, jusqu'au milieu des années 80, chaque carrière édifie en fonction de ses contraintes, les opportunités et de la réglementation imposée par leur arrêté respectif, leur dépôt de stériles par plans successifs, dit paliers, et revêtus plus ou moins de terre végétale. À cette époque, les exploitants carriers donc, entretenaient des relations privilégiées avec les communes concernées pour modifier et adapter les plans d'occupation des sols, et avec des accords pour planter des bandes d'écrans boisés entre les sites d'exploitation et les zones bâties. Le parc donc, naturel régional dit du Boulonnais, donc, en ce temps, jouait le rôle de conseiller technique et prestataire quant aux plantations. Suite l'annonce d'un projet d'envergure à l'échelle européenne, se concluant en 1987 par la signature de l'accord franco-britannique pour la réalisation donc, du tunnel sous la Manche, à proximité, s'accompagnant de nombreuses infrastructures, allait entraîner le doublement de la production du bassin. Suite à cette annonce, donc les exploitants carriers présentent de nombreux projets d'extension, parfois disproportionnés, visant à mettre le maximum de stériles sur le minimum de surface. À ce moment, les inquiétudes et protestations des riverains, pour certains regroupés en associations, se multiplient. Les oppositions envers les carriers donc, grandissent. Et donc, permettre cette intensification d'exploitation nécessitait une intervention plus large et structurée, sauvegardant à la fois la ressource économique, les contraintes techniques des exploitants, ainsi que le cadre de vie des habitants du bassin, la qualité du paysage et des milieux naturels. C'est ainsi qu'à l'initiative de la DIREN et du parc naturel régional a été proposée la mise en œuvre d'un plan fixant les règles de mise en dépôt des stériles et leur aménagement dans une perspective de long terme et sous le nom de plan de paysage du bassin carrier de Marquise. Cela a résulté suite à la création d'un comité de pilotage sous la présidence donc, du parc naturel du Boulonnais, réunissant donc, à la fois les collectivités locales, l'UNICEM Nord, les services de l'État, la DIREN, la DRIR, la DDAF, la DDE, le Conseil régional et le Conseil général. Lequel comité a désigné un bureau d'études composé de 2 paysagistes
important donc d'avoir un partenaire neutre et qui a proposé les grandes lignes d'aménagement. Et après 3 ans de tractation, d'âpres négociations, un protocole d'accord, donc sous le nom de plan paysage du bassin carrier de Marquise, est signé entre les différents partenaires en 1994 pour 30 ans. Voilà. Donc ce plan donc, qui apparaît dans le plan d'origine. Hein, ce plan donc, porte essentiellement sur l'emplacement et la forme des dépôts de stériles, suivant 2 grandes orientations. D'abord, anticiper les changements suite à l'extension des carrières et la mise en dépôt des matériaux stériles, et intégrer les dépôts existants et les futurs dépôts dans les reliefs et la végétation locale. Donc ces 2 orientations donc, se sont traduites par 5 mesures phares. Premièrement, donc l'extension donc maximale des zones d'exploitation. Vous voyez apparaître ici en orange. La mise en dépôt des stériles, donc suivant une colline nord et une colline sud, de part et d'autre de l'excavation, aux formes proches de la cuesta du Boulonnais, avec des pentes plus douces. Également, d'intégrer sur ces collines des boisements d'essence locale avec de la terre végétale et des landes laissées en évolution naturelle. Également, le boisement total de plusieurs dépôts, plus à l'est, afin de les confondre à terme avec les bois existants. Et enfin, dernière mesure, préserver 3 sites d'intérêt écologique, hein, que va vous expliciter Laurence ensuite. Donc, juste avant de lui laisser la main, je vous invite là à observer donc, une illustration cartographique avant-après, hein, des mesures du plan entre 1997 et 2012, hein, où l'on voit donc, sur le dépôt à gauche, avant, qui avait une forme droite, à l'aspect pyramidal, on dirait à l'apparence d'un terri, hein, avec on voit les paliers, hein, et les stériles nus, hein, sans ou très peu de végétal. Hein, et jusque donc son état final en 2012, donc celui-ci a été remanié en élargissant la base en pente plus douce, intégrant davantage de terre végétale et de boisement, hein, sur tout un versant sur les 2 tiers inférieurs. Et vous voyez aussi plus à droite, derrière donc le bosquet au second plan, donc s'étendant donc vers l'est, les bases de la colline nord, dit la Malassise, hein, qui est la particularité d'intégrer un stock là d'explosifs, dit la Poudrière, à flanc de colline. Oui. Donc le volet biodiversité, en fait, n'était pas la clé d'entrée du plan de paysage, hein, mais pourtant, la dimension biodiversité, elle est déjà présente dans les relations et les travaux qui mettaient en lien le syndicat mixte du parc et les acteurs du bassin carrier, avec, avant la démarche de plan de paysage dès 86, comme l'a indiqué David, des partenariats sur la plantation d'écrans boisés, où le parc intervenait en tant que conseiller technique sur le choix des essences locales et les schémas de plantation, réaliser les chantiers avec les communes, alors que les plans étaient financés par les carriers. En parallèle aussi, dans les années 80, il y a eu toute une démarche d'amélioration de la connaissance en fait de la faune et de la flore à proximité du bassin carrier et sur les anciens sites d'exploitation, avec la réalisation des inventaires dans le cadre de la démarche de SNIEF. Et il y a aujourd'hui 3 SNIEF en fait qui ceinturent le bassin carrier. En 94, lors de la première version du plan de paysage à 30 ans, il y a 3 secteurs donc, qui ont été préservés, des secteurs reconnus d'intérêt patrimonial majeur, avec 2 secteurs qui sont autour de sites classés et qui présentent également un intérêt sur le plan du patrimoine naturel, donc un secteur bocager au nord et un secteur boisé plus à l'est, et également un 3e site reconnu d'intérêt exceptionnel, le site de la Parisienne. Alors, cette carrière de la Parisienne, en fait, qui relève de la carrière de Stincal, c'est un ancien site d'exploitation qui n'est plus exploité depuis plus de 70 ans et qui est reconnu d'intérêt exceptionnel.
La démarche, c'est sur ce site-là que la démarche de protection est allée le plus loin dans le partenariat entre le parc et l'un des exploitants carriers, puisqu'en fait, on s'oriente aujourd'hui vers la création d'une réserve naturelle régionale sur ce site, qui a un intérêt majeur, d'abord par rapport à la présence de prairies marnicoles, qui sont des milieux qui sont très rares en fait sur notre région, qui sont présents sous la format de quelques timbres-postes en fait, et qui permettent l'installation d'une végétation endémique du boulonnais. Et c'est donc sur ces sites-là qu'il y a eu des premiers plans de gestion qui ont été organisés en partenariat entre le parc et le carrier dès 2000 pour maintenir un milieu ouvert propice à l'installation de cette végétation, donc des actions de défrichage, des actions de pâturage. Il y a eu tout un partenariat qui a été créé aussi avec des agriculteurs et également des chasseurs sur ce site-là, qui présentent aussi d'autres intérêts au niveau des présences de zones humides et de maintien de front de taille qui ont un intérêt notamment pour l'avifaune. Donc là, dernier plan de gestion sur la carrière de la Parisienne, c'est 2019-2029 dans le cadre de la démarche de création de la réserve naturelle régionale qui est en cours. Le partenariat, en fait, le lien qui a été créé autour du plan de paysage avec l'UNICEM et les carriers a permis une nouvelle étape en 2012 avec une étude de la biodiversité qui a été cofinancée à 50% par l'UNICEM et le parc et dont l'objectif était à la fois de mieux connaître la biodiversité du bassin carrier, en particulier la biodiversité des sites issus de l'exploitation, mais aussi d'identifier en fait les différents types de trames à l'œuvre sur ce périmètre, de dessiner les ancrages possibles pour des continuités écologiques et les liaisonnements dans le cadre d'un environnement plus large que le bassin carrier, et également de définir des préconisations de gestion des milieux et de résorption des fractures. On est arrivé à cette cartographie que vous avez à l'écran, en fait, qui permet de fixer ces continuités écologiques sur le plan de paysage. Laurence, encore 2 minutes si possible. Oui. Merci. Alors, je reviens à moi simplement pour donc préciser qu'en 2012-2013, de nouvelles données d'exploitation mises en évidence par les carriers, notamment une quantité de stériles plus importante que prévu. Le constat, suite à l'étude de biodiversité, cité juste avant, de parcelles riches en biodiversité, remettant en cause certains dépôts, qui a été donc le levier d'une volonté commune d'anticiper la fin de ce plan et de le relancer, mais en posant une nouvelle vision d'avenir pour les 30 prochaines années, soit jusqu'en 2044. Et donc, tout en conservant les grands principes du protocole initial, ce nouveau plan, donc, vous voyez au graphisme amélioré, donc, modifie à la marge les volumes des dépôts et la mise en remblai possible en fond de carrière, prend en compte le volet biodiversité avec la mise en place de zones test et le suivi sous forme de convention entre le parc et chaque carrier. Et enfin, intègre une dimension d'ouverture au public et de valorisation des sites au travers la connexion de chemins de randonnée existants et l'implantation de nouveaux points de vue stratégiques en périphérie. Donc, vous voyez les tracés en pointillés jaunes. Voilà, en bilan simplement, donc aujourd'hui on est à 30 ans, de partenariat. C'est un projet qui fait référence au niveau national, à la fois parce qu'il a été précurseur dans la démarche paysagère, mais aussi parce qu'il vit dans la durée, il s'inscrit dans la durée, donc 30 ans en 2024 et une perspective à 50 ans avec le plan de paysage à 2044. Dans les raisons de cette durée, en fait, on identifie à la fois la volonté des différents partenaires, la relation de dialogue et de confiance qui s'est créée entre les exploitants et le syndicat mixte du parc et les collectivités, la traduction réglementaire, en fait, des orientations et la mise en compatibilité avec les documents du SCOT et du PLUI, et puis des outils de suivi associés qui vivent tous les ans avec un comité de suivi qui se rencontre et où tout le monde participe. Et puis également des résultats encourageants sur la biodiversité, comme sur le réaménagement progressif du secteur, avec une situation apaisée à la fois entre les carriers, les riverains et les collectivités. Voilà. Et on vous a mis à l'issue de
du PowerPoint, des petits liens sur les sites internet qui vous permettraient d'aller plus loin si vous le souhaitez. Merci beaucoup. On mettra les présentations à disposition si les personnes le souhaitent. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions qu'on peut prendre? Alors, Gaëlle, apparemment, a levé la main le plus vite. Au local de l'étape. Micro, vous m'entendez? Oui, quelles Ouais, orientations c'est de bon, mise ouais. en valeur du patrimoine géodiversité? Forcément, Gaëlle, Magnifique, je n'ai bonne même question. pas besoin de poser la question. En fait, oui, tout le bassin carrier de Marquise est inscrit à l'inventaire du patrimoine géologique de la région Hauts-de-France, avec des enjeux pour la plupart des espaces, la plupart des carriers, en tout cas, des enjeux internationaux. Et il m'avait semblé que dans le plan carrier, il y avait des échanges sur la protection d'un frontail sur les carrières de Stincal. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, tout à fait, c'est toujours d'actualité. Alors après, je n'ai pas forcément tous les éléments, mais effectivement, il y a plusieurs frontails en fait qui sont identifiés. Il n'y a pas que sur Stincal, il y a aussi un frontail au niveau des carrières du Boulonnais en fait, qui présente un intérêt géologique patrimonial. Donc oui, tout à fait, ça reste d'actualité. Le maintien des frontails, il a à la fois un intérêt sur le patrimoine géologique, mais aussi sur le patrimoine naturel par rapport à la nidification de certaines espèces. Merci. Et puis il y a la démarche de Géoparc, forcément, également, qui est portée par le SEN avec Gaël et le syndicat mixte du parc, en lien avec l'AONB du Kent, puisqu'on est dans une démarche de labellisation Géoparc sur un périmètre transfrontalier et avec une zone maritime. Oui, et dans ce cadre-là, du coup, je complète, j'en profite puisque tu m'ouvres la porte. Tout le bassin carrier de Marquise est considéré comme un des géosites du géoparc, avec une vraie volonté de valoriser ce territoire-là pour ce qu'il apporte à la fois en termes de connaissances scientifiques, géologiques et en termes de biodiversité, mais aussi pour le lien entre le territoire, la géologie et les hommes depuis plus de 150 ans, avec l'exploitation des carrières et toute leur histoire. Merci pour ces réponses. Alors, sur les espèces endémiques du Boulonnais, Ouais. je vois la question de Gérard, ouais. Ouais. Alors, je ne suis pas écologue ni spécialiste de la flore, mais voilà, il y a les inventaires faune flore qui sont réalisés, effectivement. Les prairies marnicoles, pour moi, les collègues du PATNAT, c'est vraiment un enjeu sur la préservation de certaines espèces qui sont vraiment propres au territoire, avec des milieux spécifiques. Alors, je serais incapable de vous donner des noms, mais si vous voulez aller plus loin sur cette connaissance-là, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous mette en lien avec mes collègues qui sont spécialistes du patrimoine naturel, qui pourront vous donner plus de détails. Merci à tous les deux. On est pile dans les temps pour enchaîner sur la présentation suivante. Donc, je propose de laisser maintenant la parole à Charles Lemaître et à Raphaël Quesada. S'ils sont encore avec nous. C'est bon? On est toujours là, oui. Ok, parfait. Bonjour. Donc, je m'appelle Charles-Frédéric Lemaître, je suis référent biodiversité et relations institutionnelles au sein de la société VICA. VICA est une entreprise qui a une activité axée sur trois axes, ciment, béton et granulat. Elle a été fondée en 1853 et elle dispose de 5 cimenteries de ciment artificiel en France. Et je vous parlerai plus particulièrement d'une cimenterie qui se situe dans le Nord-Isère, qui s'appelle la cimenterie de Montalieu. Bonjour, Raphaël Quesada, directeur de l'association Nature Nord-Isère L'Eau par Vie et conservateur de la réserve naturelle régionale des étangs de Mépieux. Ah, c'est figé. Le micro est coupé, Charles.
Ton micro indique. Ok, c'est bon. Euh, Ouais. C'est bon, j'ai du mal à faire défiler mon PowerPoint, par contre. Donc, voilà, c'est bon. Ça y est. Donc, je vais revenir sur l'historique du projet, puisque là, on n'est pas sur un projet ancienne carrière et réserve, mais plutôt sur un projet nouvelle carrière et nouvelle réserve. Donc, la cimenterie de Montalieu a été construite dans les années 1920 et elle fonctionne avec 2 carrières, 2 gisements différents, un gisement de marne et un gisement de calcaire. Le gisement de calcaire arrivait à épuisement et dans les années 80, on a lancé des prospections foncières pour trouver un autre gisement proche de la carrière et qui corresponde au calcaire qu'on exploitait déjà. Donc, on a eu une phase de prospection foncière au cours des années 80 qui a abouti début des années 90 à une maîtrise d'un gisement qu'on avait identifié sur la commune de Crémépieux. C'est au moment des études complémentaires faune-flore, des prospections géologiques, qu'est venue l'idée de scinder la propriété foncière en 2 parties et de faire d'un côté une carrière de calcaire et de l'autre côté une réserve naturelle volontaire. C'est sur la partie la plus riche, la plus diversifiée que porterait ce projet de réserve naturelle volontaire. Donc après des discussions avec la commune, avec l'État et en association avec l'Eau-Parvis, le projet de réserve naturelle volontaire a abouti en 2001. À l'époque, c'était un agrément préfectoral et la réserve naturelle a commencé à vivre à partir de ce moment-là. En 2008, la réserve naturelle volontaire a changé de statut. Elle est devenue réserve naturelle régionale, ce qui fait qu'elle n'était plus sous l'égide de l'État, mais plutôt sous la présidence de la région. La surface de la réserve à cette époque-là était de 80 hectares. En 2008, quand on est passé au statut de réserve naturelle régionale, on a multiplié la surface par 2, on est arrivé à 160 hectares. Et on n'avait toujours pas de carrière. Juste une petite remarque, tout le projet, les 2 projets avaient été prévus pour avancer de conserve, avec la réserve présentée comme grosso modo une mesure de compensation globale à un projet industriel global. On voit ici qu'en 2008, il n'était toujours pas question de carrière. La carrière est arrivée en 2011 avec son arrêté préfectoral, signé en décembre 2011, pour une superficie de 200 hectares et un tonnage maximum d'exploitation de 2,2 millions de tonnes pour alimenter la cimenterie de Montalieu. L'Eau-Parvis travaille avec ses partenaires depuis de nombreuses années. L'association existe depuis plus de 40 ans pour mettre en place des aires protégées sur le territoire. Et donc, on a commencé avec cette réserve naturelle régionale, mais également en parallèle, on a mené d'autres études pour mettre en place d'autres aires protégées, notamment un site Natura 2000 sur environ 14 000 hectares sur l'île Crémieux, une trentaine d'arrêtés de protection de biotopes, une quarantaine d'espaces naturels sensibles du département. Donc, il y a 2 types d'ENS sur le département de l'Isère, des ENS locaux qui sont gérés par les communes essentiellement, et puis des ENS qui sont gérés directement par les services du département. Et puis, plus récemment, la création d'une réserve naturelle nationale, cette fois sur le Haut-Rhône français, sur à peu près 2000 hectares. Un petit retour sur le projet industriel, donc pour le remettre dans le contexte. Je vous parlais tout à l'heure de la cimenterie de Montalieu. Elle se situe le long du Rhône. Sur la carte que vous voyez à gauche, vous avez tous les éléments du projet, c'est-à-dire la cimenterie, le nouveau gisement qui a été maîtrisé sur la commune de Crémépieux, donc avec une carrière qui a une enveloppe de 200 hectares, grosso modo, pour à peine la moitié qui seront vraiment exploités. Et un plan de phasage sur 30 ans, avec une première phase 0-10 ans qui va s'étendre vers le nord,
Donc, c'était vers la gauche, en fait, de la diapositive. Première phase, 0-10 ans, qui va s'étendre vers le nord. Une deuxième phase, 10-20 ans, qui va s'étendre vers le sud. Et une phase 20-30 ans, qui va s'étendre vers le sud-est. Ça, c'est pour la partie carrière. Et entre la cimenterie et la carrière, on a 6 km de distance. Sur ces 6 km, on a une dizaine de routes, de voies de communication. On a une rivière et on a de nombreux corridors écologiques, puisqu'on est vraiment sur une zone qui est frontalière avec le massif du Bugey et qui sert de passage à à la grande faune. Donc la question s'est posée de savoir comment transporter les matériaux, comment acheminer les matériaux entre la carrière et la cimenterie. Et dans cette réflexion, on avait un atout. L'atout, c'était la maîtrise d'une ancienne voie ferrée, le chemin de fer de l'Est de Lyon, sur un tronçon qui est matérialisé en jaune sur le plan et qui fait environ 6 km. Donc dans les années 80, on a maîtrisé ce tronçon sans savoir exactement à quoi il allait nous servir. Et lorsque les études techniques ont abouti au cours des années 2000-2010, le choix s'est porté sur un convoyeur à bande semi-enterré. Ce convoyeur à bande semi-enterré, ce qui veut dire que les deux brins d'un convoyeur à bande ne sont pas posés l'un sur l'autre, mais plutôt côte à côte, avec deux talus sur le côté, de façon à ne pas avoir de barrière ni dans le paysage, ni pour la grande faune, ni pour la petite faune. Le convoyeur à bande est capoté, en fait. Il est mis dans une espèce pas de sarcophage, mais de caisson. Et il achemine directement les matériaux depuis le concasseur, installé en carrière, donc la photo du milieu, jusqu'à la cimenterie où il est stocké dans deux halls de pré-stockage. La réserve naturelle est complètement attenante à la carrière, c'est-à-dire que on a ici les étangs. La première phase de 80 hectares se situait ici, et la phase de réserve naturelle totale, qui s'étend sur 160 hectares, descend un peu plus vers le sud. Pour gérer la réserve naturelle, on a pu, dès sa création, en fait, par le préfet de l'Isère, quand c'était une réserve naturelle volontaire, anticiper le plan de gestion, ce qui fait qu'en novembre 2021, la réserve était créée et dès le 1er janvier 2002, on avait un plan de gestion de cette réserve qu'on pouvait tout de suite mettre en œuvre, hein. Donc plan de gestion qui était fait suivant le guide technique des réserves naturelles de France, bien évidemment. Et depuis, les plans se sont enchaînés, donc tout d'abord tous les 5 ans, puis le dernier était sur 10 ans, 2013-2022. Et en fin d'année dernière, on a pu valider le nouveau plan de gestion suivant la méthodologie du cahier technique 88 de l'OFB de Réserve naturelle de France pour une nouvelle période de 10 ans, donc qui est en plusieurs tomes et qui suit tout le processus recommandé aujourd'hui pour les plans de gestion. Un petit mot sur la géologie, puisqu'on va aborder maintenant la partie plus naturaliste. C'est la géologie qui explique la richesse du milieu. Donc avec quelques ellipses, je vais vous raconter l'histoire géologique du secteur. On se situe dans le Nord Isère, plus particulièrement sur une zone qui s'appelle l'île Crémieux, qui est un plateau triangulaire, tabulaire, légèrement orienté vers le sud-est. L'histoire de ce plateau, elle comprend principalement 4 étapes. L'étape de dépôt marin, donc tout ce qui va être calcaire, marno-calcaire, à l'époque du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur. Les dernières formations datant du Chiméridien et de l'Oxfordien. C'est pour cette raison, pour ces gisements-là, que nous, on s'est intéressé au secteur. Après, on va avoir une phase d'immersion et d'individualisation du plateau de l'île Crémieux. Donc toute la période Crétacée, on ne va avoir aucun dépôt, mais on va plutôt avoir de l'érosion. La période tertiaire, c'est la période de la réelle individualisation de ce plateau qui va se séparer en gros de tout son environnement avec l'effondrement de la plaine du Rhône, avec tout un jeu de failles par lesquelles passera le Rhône plus tard entre le Jura et puis le plateau calcaire de l'île Crémieux et le Graben situé au sud
qui fera passer une rivière qui s'appelle la Bourbre. Et donc, on aura là, à cette époque-là, les trois limites qui individualisent le plateau de l'île Crémieux. Ensuite, on est sur la période de glaciation, avec une double action du glacier du Rhône, qui va être la première, ça va être le rabotage de tous ces terrains calcaires qui sont à la fois durs et perméables. Et le deuxième, avec des dépôts fluvio-glaciaires, des dépôts morainiques, qui vont plutôt être argilo-sableux, plus acides et plus imperméables. Donc, ce qui va nous donner la carte géologique du secteur avec une carrière plutôt orientée sur les formations calcaires et une réserve qui va comprendre du calcaire plutôt basique, plutôt perméable et plutôt sec, et des zones de dépôts morainiques qui vont être plus acides et plus imperméables. C'est ce qui va expliquer les multiples sols qu'on peut trouver dans la réserve naturelle et qui est illustré par la carte de droite. Cette mosaïque de sol donne bien évidemment une mosaïque d'habitats naturels très différents. Plus d'une centaine d'habitats ont été répertoriés sur la réserve. Et ces habitats, on les gère avec les acteurs locaux, hein, donc sous l'égide d'un comité consultatif qui est présidé par le conseil régional. Et donc, on essaye avec les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers de gérer au mieux ce site. Les prairies et les pelouses sèches ont d'abord été broyées et on a réinstallé du pâturage puisqu'il y avait des secteurs qui n'étaient plus pâturés depuis une quarantaine d'années qui s'enfrichaient. Donc, on a des pelouses sèches à orchidées, à pulsatiles, ou qui servent de site de ponte aussi pour les cistudes, par exemple. On a des marais, des tourbières qui, eux, n'étaient plus exploités pour la fauche, pour la litière. Donc, il a fallu réintervenir sur ces milieux, réintervenir aussi sur les lignes des niveaux d'eau en recréant certains ouvrages. Les étangs qui sont complètement artificiels, eux, sont gérés à nouveau de manière traditionnelle avec des systèmes d'évolage et d'assectes, comme ça se fait dans la dombe voisine, pour essayer d'avoir un maximum de biodiversité. Et les forêts, elles, elles sont gérées de manière différente, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent avec l'ONF pour un plan d'aménagement forestier, ou de la forêt privée avec un plan simple de gestion notamment, et on essaye de conserver un maximum l'îlot de sénescence et d'îlot de vieillissement. On a essayé, durant tous les plans de gestion et notamment dans le dernier, de bien montrer la responsabilité qu'avait la réserve pour la conservation des habitats et des espèces. Et pour donner une petite idée, on a à peu près 15% de la flore de France qui a été trouvée dans la réserve, hein, donc c'est assez énorme. On ne connaît pas encore tous les taxons, mais on est proche de 3000 espèces connues. Et sur ces 3000 espèces connues, on en a une cinquantaine pour lesquelles la réserve, on considère qu'elle a une responsabilité particulière. C'est-à-dire que s'il y a une des espèces qui disparaissait de la réserve, elle pourrait potentiellement disparaître de l'ensemble du département de l'Isère, voire de la région. Du côté de la carrière, donc la carrière, comme je vous l'ai dit, elle est attenante à la réserve. Et on mène depuis l'ouverture de la carrière et dans le cadre de l'arrêté préfectoral et plus particulièrement de la dérogation à espèces protégées, différents inventaires de suivi sur le site. Donc on va commencer à observer sur la carrière des espèces qui étaient présentes sur la réserve, comme par exemple la nette trousse qui vient nicher sur les bassins de décantation et les bassins d'écrêtement. On va retrouver la lèche de Bohême aussi, qui est présente sur le grand étang à côté, et tout le cortège des crapauds et des batraciens qu'on retrouve sur la réserve. Mais on va trouver aussi des espèces qui sont particulièrement inféodées au milieu pionnier et au milieu rocailleux. Donc on va avoir le grand-duc, le grand-duc qui va nicher sur les frontailles, le petit gravelot qui va coloniser les bords d'étangs,
On a eu des actions de compensation par rapport à tout un cortège de chauves-souris. Donc, on a un bâtiment avec différentes espèces qui viennent pour l'estivage. Et on a eu une action de compensation par rapport à une espèce en déclin qui s'appelle la scabieuse blanchâtre, et pour laquelle on a repiqué des plants, on a collecté des graines, repiqué des plants et compensé directement in situ, c'est-à-dire au cœur de la carrière, pour, euh, pour, euh, pour avoir des nouveaux spots pour cette fleur. Je vous ai mis à côté une abeille solitaire qui s'appelle l'alicte de la scabieuse et qui est associée à cette espèce plus particulièrement. Donc, les perspectives pour la réserve et la carrière, eh ben, c'est de pouvoir s'agrandir sur la partie ouest une fois que le réaménagement de la première phase de la carrière sera terminé, c'est-à-dire on le prévoit dans le plan de gestion de la réserve d'ici une dizaine d'années. Donc, on prévoit que le réaménagement soit terminé, donc cette partie de carrière abandonnée, et donc de réaliser un dossier pour l'agrandissement de cette réserve qui sera sous l'égide toujours du conseil régional qui donnera sa décision. Mais l'idée, en faisant cet agrandissement, c'est déjà d'élargir d'une 40aine d'hectares la réserve et d'avoir de nouvelles espèces et un complément, mais également de pouvoir interconnecter des aires protégées entre elles, puisque cet agrandissement de la réserve permettrait à terme de reconnecter à la réserve nationale du Haut-Rhône par un ENS départemental qui est le long d'une rivière et de zones humides qui s'appelle la Save. Voilà. On vous remercie de votre attention et on est prêt à répondre à vos questions. Merci à tous les deux. Ça va. Alors, il y a encore une question dans le chat de Gérard, je vois, qui demande est-ce que la RNR peut être considérée comme une mesure compensatoire par anticipation de la carrière? Alors, ça l'a été. On a commencé à y réfléchir dans les années 2000 et à cette époque-là, le vocabulaire et les concepts n'étaient pas du tout aussi encadrés qu'aujourd'hui. Si on reprend notre arrêté de dérogation espèces protégées et si on reprend le plan de gestion de la carrière, on peut voir que, premièrement, ça a été fait de façon anticipée. Donc, il y a eu beaucoup de communication pour toujours rappeler l'ouverture de la carrière est toujours bien associée des deux projets. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si on épluche l'arrêté, la dérogation espèces protégées et le plan de gestion de la réserve, on est sur une mesure qui est une mesure d'évitement, puisqu'une partie du gisement a été évitée pour en faire une réserve. On est sur une mesure de réduction, puisqu'on va toucher des espèces comme principalement les oiseaux, qui vont, avec des mesures qui vont réduire l'impact de la carrière sur les milieux boisés, puisqu'on a eu du défrichement. On est sur une mesure de compensation, puisqu'on a une espèce floristique qui devait être impactée au moment du projet et qui a été prise en compte dans le plan de gestion, avec un taux de multiplication qui était assez phénoménal. Et puis, on est sur des mesures d'accompagnement, puisque dans ce plan de gestion, on a des espèces qui ne sont pas du tout impactées par la carrière, mais qui sont quand même prises en compte. Merci. Il y a une autre question qui demande est-ce qu'il y avait du gisement sous la réserve naturelle? Est-ce qu'il y a du gisement sous la réserve naturelle? Oui. Oui, il y a du calcaire, il y a du calcaire, il y a des recouvrements morainiques qui nous intéressent un peu moins, mais on avait effectivement du gisement. Après, là, on est sur un projet industriel qui est quand même assez lourd et à très long terme. Donc, cette carrière, ce gisement, il fallait qu'on puisse ouvrir une carrière de substitution à notre ancien site. Donc, on était prêt à ce qu'on a pu faire, tout le monde ne peut pas le faire. On a pu scinder en deux le gisement pour justement obtenir la pérennité de notre activité. Merci. Du coup, je propose là aussi d'enchaîner sur la présentation suivante, comme ça on est pile dans les délais. Et du coup, de donner la parole à Jérémy de Bonneval et à Marilène Cacot. On remonte un petit peu dans l'or. Voilà. C'est bon.
Parfait. Alors, je vais commencer par me présenter. Marilène Cacot, je suis responsable du service environnement de la mairie de Sélestat et je suis conservatrice de l'Ilwald, réserve naturelle régionale du ride, pas du pied, de Sélestat en Alsace. Et Monsieur de Bonneval qui oui, j'arrive. Excusez-moi. Parmi-nous. Super. Bonjour. Bonjour, oui, moi je suis Jérémy de Bonneval, je suis le directeur opérationnel adjoint des Sablières Léonard. Je m'occupe de l'activité depuis bientôt 10 ans. Et c'est moi qui vais piloter, qui vais passer les slides. Alors. Voilà. C'est bon, vous voyez la slide suivante? C'est bon. C'est bon. Voilà. Oui, donc la société a 104 ans d'ailleurs, même maintenant, puisqu'elle a été créée en 1920. L'activité recyclée, granulat, naturel, béton prêt à l'emploi, c'est à peu près 70 personnes, peut-être même plutôt 75 maintenant. 3 centrales à béton, 6 plateformes de recyclage, 3 gravières et une carrière de roches massives, qui est un peu une particularité en Alsace, puisqu'il n'y en a que 3. Voilà. Et le groupe Léonard, quand on prend son ensemble, c'est à peu près 650 collaborateurs sur l'ensemble de l'Alsace et de la France, puisqu'on a des activités de prémur et de prédale autour de Paris, autour de Lyon, autour de Marseille et bien sûr en Alsace. Et la ville de Sélestat, donc c'est une collectivité territoriale qui regroupe à peu près 330 agents. C'est une commune de près de 20 000 habitants qui est également gestionnaire de l'Ilwald, donc la réserve naturelle régionale que je vais vous présenter. Donc en fait, c'est une réserve qui va fêter ses 30 ans en 2025. Elle est née sous le statut de réserve naturelle volontaire agréée, puis elle a été transformée en réserve naturelle régionale en 2013. Elle a une superficie de 1855 hectares 40 et c'est une zone humide alluviale qui bénéficie en fait d'un régime d'inondation annuel totalement naturel. On intervient pas du tout sur le fonctionnement de l'inondation. Donc l'eau est vraiment prépondérante et essentielle dans la richesse des milieux que nous avons au niveau de la réserve naturelle. On a plus de 130 km de cours d'eau, une forêt alluviale d'un seul tenant qui couvre 1400 hectares, des prairies de fauche qui sont typiques du ride. Alors le ride, en fait, ça vient du vieil alémanique rit, qui veut dire roseau et qui traduit en fait justement l'aspect humide, marécageux du secteur. On a également tout un réseau de mosaïques de milieux palustres qui vont de la Carissère, la Joncet jusqu'à la Mégaforbier et la Roselière et un grand cortège faune-flore avec des joyaux faunistiques et floristiques. Alors, une particularité également de cette réserve naturelle, c'est qu'elle a réussi à associer plus de 80 propriétaires privés qui ont accepté de s'engager dans cette démarche. Et nous, en fait, en tant que gestionnaire, notre quotidien repose vraiment sur le fait de trouver le juste équilibre entre la préservation des écosystèmes de cet espace qui recouvre un fort enjeu environnemental et le maintien d'activités humaines, y compris économiques, comme la gravière Léonard. Je vous laisse présenter la ZERC du coup. C'est moi. Donc la ZERC, oui, voilà, création en 74 pour 30 ans. Et puis après, ces ZERC ont été reprises par le schéma départemental des carrières. Et puis bientôt, on espère, le schéma régional. Donc c'est 60 hectares. Donc l'extension qu'on a obtenue en 2008 de 26 hectares a donné lieu à 50 hectares de mesures compensatoires. Qui ont été mises en œuvre vraiment juste à côté de la gravière et qui ont consisté à un certain nombre d'actions, et notamment c'est désanthropiser le milieu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de plantations de peupliers donc qui n'ont rien à faire là, donc par exemple voilà, enlever les peupliers dessouchés et recréer des zones humides, notamment par le transfert d'espèces protégées qui étaient dans la zone en extension et qui ont
ces espèces protégées ont été transférées, puis également de la fauche, récolte de graines, puis on réensemencé les prairies avec ces semences. Aujourd'hui, bien sûr, ces 50 hectares, ils sont confiés en gestion avec le Seine-Alsace, sur lequel on a un partenariat pour cette gravière, mais également pour d'autres. Et la particularité, c'est que en 2015, de mémoire, ces 50 hectares ont eu un arrêté de protection de biotope. Clairement, aujourd'hui, quand on fait, excusez-moi, Madame Cacot, le principe de collaboration qu'on a avec la mairie et donc la RNR, c'est chaque fois qu'on réalise une acquisition foncière, on s'engage évidemment à ce que ces terrains, alors c'est un peu par vague, mais puissent rentrer dans la RNR. Et nous, on y pratique une gestion environnementale, puisqu'on a, sans aucune prétention, une expérience assez longue, et notamment avec beaucoup d'éco-pâturage. C'est ça, en fait, pour vraiment résumer le cadre de la coopération entre les sablières et la ville, bon, il y a d'abord un cadre réglementaire avec les mesures compensatoires qui sont liées à l'extension de la ZERC, et puis un engagement également d'intégration de la ZERC au sein de la réserve naturelle à l'issue de son exploitation. Mais il y a aussi et surtout, et je pense que c'est ce qui fait la richesse et la force aussi de ce partenariat, c'est la démarche volontariste aussi des sablières, avec, comme l'expliquait Monsieur de Bonneval, des actions de maîtrise foncière, de gestion environnementale par rapport à la ZERC, mais bien au-delà. Et donc les objectifs de cette coopération sont doubles en fait. D'une part, la restauration d'habitats qui sont bien entendu favorables à la biodiversité, et aussi la mise en œuvre de mesures qui sont favorables à 3 espèces de papillons d'intérêt communautaire, en l'occurrence l'azuré des palus, l'azuré de la sanguisorbe et le cuivré des marais. Voilà, donc plutôt que beaucoup de textes, on vous a mis quelques photos. Madame Cacot, j'en ai rajouté quelques-unes, puisque vous aviez vu sur la slide avant, il y a 50 hectares qui font l'objet d'un APB, mais on parle de 65 hectares. Pourquoi? C'est parce qu'on a obtenu en 2022 l'extension de 5 hectares d'une gravière qui est située à 2 km, qui est une gravière satellite de notre gravière principale, et sur lequel il y a eu 15 hectares de mesures compensatoires, et la volonté et ce qu'on a proposé, c'est d'intégrer au maximum ces mesures compensatoires qui ont débuté en 2022 à celles qui ont débuté en 2008, ou même un peu avant, en 2006, pour essayer de sanctuariser, ou en tout cas d'avoir des ensembles plus cohérents et plus grands. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les travaux qui ont plutôt eu lieu en 2008, et puis j'ai rajouté en fin de présentation ce que là, on a réalisé en fait entre fin 2022 et toute l'année 2023. Voilà, donc ça, c'est des aménagements de zones de haut fond. Donc le principe, c'est de réaménager avec des petits îlots, des petits chenaux, des petits canaux, et on est dans le battement de la nappe, et donc c'est intéressant pour tout ce qui est avifaune, frayère, etc. Là, ici, on a des exemples voilà, de fauches, alors fauches précoces, fauches tardives, justement pour favoriser notamment les 3 espèces de papillons, et puis de l'éco-pâturage avec 3 espèces, alors des Highlands, des vaches Highlands, des chevaux tarpans, et puis les nouvelles arrivées, c'est les Galloway. Alors le principe des Galloway, c'est qu'elles n'ont pas de cornes et que c'est quand même plus simple pour les approcher. J'arrive pas à passer à la suivante. Et moi. C'est juste qu'il y avait une liste de plantes et de papillons qui s'affichait en plus. Oui. Oui, en fait, voilà, c'était pour montrer effectivement quelques espèces peu emblématiques des parcelles qui sont compensatoires et qui font l'objet de gestion environnementale.
Donc les trois espèces de papillons donc, évoquées tout à l'heure, et puis quelques-unes des plantes qui sont vraiment typiques des milieux palustres qu'on peut trouver dans ce secteur. Et donc voilà, pour conclure, on a souhaité vraiment faire court pour plutôt donner la place aux échanges. Mais ce qu'on voulait vraiment mettre en avant dans cette coopération entre la ville et les sablières, c'est qu'on est parti effectivement d'un cadre réglementaire, mais avec le travail qui a été fait en commun, on est allé bien au-delà et encore actuellement. Alors, on a évoqué la chose, mais par le biais notamment de la maîtrise foncière, où la ville de Sélestat, en fait, détient un droit de préemption sur un espace naturel sensible qui est situé notamment au niveau de la réserve naturelle volontaire et à proximité de la ZERC, régionale, pardon, et à proximité de la ZERC. Et donc, quand on a des opportunités comme ça d'acquisition, on fait toujours le lien avec la possibilité pour les sablières d'obtenir des unités foncières de gestion environnementale qui soient cohérentes. Donc, selon les opportunités, selon la localisation des parcelles, soit c'est une maîtrise qui se fait en direct par la ville, soit on soumet aux sablières la possibilité pour elles d'acquérir de nouveaux terrains pour agrandir justement et avoir des unités de gestion qui soient cohérentes et les plus importantes possibles pour avoir vraiment le maximum de bénéfices d'un point de vue biodiversité et environnement. On a aussi un partenariat par rapport à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, avec le cas, par exemple, d'une espèce invasive qui s'appelle le faux indigo, qui s'était implantée sur l'une des parcelles des sablières, où là, voilà, petit coup de fil et les sablières sont intervenues très rapidement pour éradiquer la plante avant qu'elle ne prenne un petit peu trop d'ampleur. Autre exemple de coopération qui là ne se situe même pas dans la réserve naturelle. Donc c'est un projet qui est porté par la région Grand Est en lien avec la ville et qui a pour vocation de restaurer en fait une annexe hydraulique d'un cours d'eau qui est géré par la région. Là, on travaille aussi de fait avec les sablières, puisqu'en fait les sablières possèdent un terrain à proximité justement de cette opération de restauration et dont l'emprise est nécessaire pour pouvoir mener à bien les travaux. Donc là, en fait, les sablières vont à terme vendre une partie de leur parcelle à la région pour permettre vraiment la mise en œuvre directe de ces travaux-là. Et enfin, ça c'est tout récent, la ville participe en fait à un projet Interreg transfrontalier France-Allemagne qui est porté par la LPO et dont le but est de mieux connaître en fait le pâturage écologique et ses effets bénéfiques sur la préservation de la faune et de la flore. Et dans ce cadre-là, la ville intervient pour essayer d'étendre finalement l'expérience déjà de quand même quelques années des sablières en matière de pâturage écologique dans la réserve naturelle. Et l'idée, en fait, c'est de se servir de cette expérience-là et de ce modèle pour inciter les nombreux propriétaires privés qui sont présents dans ce secteur en particulier et de les inciter en fait à mettre en œuvre cette pratique, puisqu'en fait on a beaucoup de déprises agricoles dans ce secteur autour de la ZERC. Et donc voilà, le principe c'est de se baser et de partir du principe et du modèle des sablières en termes d'éco-pâturage pour l'appliquer à d'autres sites pilotes au niveau de propriété privée. Voilà. Voilà, je vous montre juste quelques exemples. Voilà, par exemple, là, c'est assez particulier, présence du castor sur une de nos gravières. Voilà, avec des crayons bien typiques. Voilà, ça c'est typiquement des peupleraies qui sont coupés pour être restés en zone humide. Des hauts fonds assez récents. Voilà une deuxième photo. Ça, voilà des exemples, un de marre pour tout ce qui est batracien, des hibernaculums, notamment pour les espèces de lézards, les chevaux tarpans, les highlands, les galloway. Voilà, ça c'est des arbres qu'on laisse sur pied également, et puis des radeaux qu'on appelle radeaux à petits gravelots qui font partie des actions qui sont menées par les sablières. Ce qu'il faut juste savoir pour conclure, c'est que globalement aujourd'hui un carrier a plutôt intérêt à détenir des terrains qui sont plutôt dégradés
et quand il veut faire une extension, de proposer des terrains dégradés et de les réaménager et pour leur donner un gain de biodiversité, puisqu'en ratio surfacique, plus vous proposez des terrains dégradés, plus vous avez un gain de biodiversité. Aujourd'hui, c'est pas du tout la démarche des sablières, c'est-à-dire que quand on fait l'acquisition d'un terrain, on le laisse pas en sommeil pour à un moment donné le sortir de notre poche pour dire on va le proposer, comme ça on aura moins de terrain à proposer pour avoir l'extension souhaitée. L'objectif aujourd'hui, c'est de participer activement à la restauration du ride qui est par endroits dégradés, et on espère que ça sera des petits. C'est ça, et y compris à sa connaissance, parce qu'en fait, il y a aussi un lien entre les suivis scientifiques qui sont mis en œuvre par les sablières au niveau de ces parcelles qui sont gérées. Et du coup, ça nous permet, nous aussi, d'améliorer nos connaissances naturalistes sur les milieux justement de la réserve naturelle et de les intégrer au plan de gestion de la réserve. Merci à tous les deux. Alors, on a des questions sur la ZERC. Il y a plusieurs questions. Donc, pour en savoir plus sur les ZERC, est-ce que c'est un outil fréquent? Et est-ce que juridiquement, la ZERC du projet, c'est un exclos au sein de la RNR? Alors moi, je vais juste répondre par rapport à l'aspect exclos RNR. Donc actuellement, effectivement, la zone de ZERC, elle est en dehors du périmètre de la réserve. Alors, elle est dans le périmètre qu'on appelle, nous, objectif de la réserve naturelle, mais en soi, les parcelles cadastrales de la ZERC ne font pas actuellement officiellement partie de la réserve naturelle. Donc, on peut considérer effectivement que c'est actuellement un exclos. Par contre, comme je le précisais, elles ont vocation à intégrer la réserve naturelle à l'issue de leur exploitation. Ok. Voilà, oui, donc ZERC, c'est zones d'exploitation et de réaménagement coordonnées. Donc effectivement, elles ont été créées. Puis après, ces ZERC, ces surfaces de ZERC ont été reprises dans le schéma départemental des carrières, puis dans le schéma régional des carrières. Et après, ça, c'est plus des surfaces dessinées par rapport aux différents documents d'urbanisme, hein, les SCOT, les PLU. Voilà, mais c'est clair qu'aujourd'hui, au même titre que on s'engage à intégrer les parcelles extérieures à la ZERC, enfin à la zone, on va dire à l'exploitation dans la RNR, je veux dire, on a également derrière des baux amphithéotiques de gestion, notamment avec le Seine-Alsace sur 50 ans, une rétrocession des parcelles au Seine-Alsace à l'issue. Et pendant ces 50 ans, les processus d'intégration de ces parcelles à la RNR auront abouti. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si Laurence veut plus de détails sur les ZERC par rapport à sa question. Je vous remercie, je ne connaissais pas ce zonage en fait. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la présentation suivante, du coup, la dernière de la journée, donc sur la collaboration Lafarge avec la réserve de Socats. Alors, oui, bonjour. Cyril, François, c'est bon? Ouais, c'est okay. François qui va commencer, puis après prendra le relais. Donc je me présente en premier, Cyril Gréaume, donc je suis garde animateur à la réserve naturelle géologique de Socats-la-Brède. Bonjour à tous, donc François Misnard, je suis responsable foncier des sites de Socats et pour au sein des sociétés de Lafarge qui ont été intégrées donc, au niveau de la réserve et avec ce partenariat sur ces deux sites. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous mon écran, parce que je n'ai pas le retour, mais... C'est bon. Bon.
Donc, on est localisé au sud de Bordeaux avec la réserve de Socats qui est localisée sur environ 80 hectares sur les communes de Socats et de la Brède. Et environ quelques kilomètres au sud, nous avons Lafarge exploite 2 carrières qui sont à vol d'oiseau, espacées de 2 km environ sur des surfaces de 64 et 92 hectares. Donc, ce rapprochement permet à la réserve d'avoir une visualisation un petit peu plus importante de son périmètre en augmentant par 2 son périmètre de suivi. Donc, les 2 carrières sont des carrières de sable et gravier. Donc, la première, celle de Cabanac, qui est exploitée depuis 1993, qui produit environ 300 000 tonnes de sable et gravier. Et la carrière de Socats, qui est exploitée depuis 2007, à environ 1 km de la carrière de Cabanac, qui est également sur 300 000 tonnes de sable et gravier. Donc, on est vraiment sur le même environnement sur les 2 sites et exactement la même typologie de terrain sur les 2 sites, avec un intérêt qu'on va voir sur la suite au niveau biodiversité, principalement. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis toujours resté sur la première slide de présentation. Est-ce que... Non, les slides avancent pour moi, il n'y a pas de souci. Ok, bon, je vais faire un peu à l'aveugle. Donc sur la diapo suivante, on vous présente un petit peu la réserve naturelle géologique de Socats-la-Brède. Donc c'est une réserve qui est créée depuis le 1er septembre 82 par arrêté ministériel. Voilà, couvre 80 hectares. Et elle a pour vocation, elle a été désignée au départ pour la protection de 2 stratotypes, 2 étages géologiques qui sont entre moins 23 et moins 16 millions d'années, représentés par des dépôts marins. Elle est gérée par une association loi 1901 et, entre autres, parmi l'ensemble des missions classiques d'une réserve, elle assure le secrétariat scientifique de l'inventaire régional du patrimoine géologique. Et pour le compte des collectivités, notamment de la communauté de communes, on assure des missions de veille écologique et de suivi sur le canton de Montesquieu. Voilà. Donc, il y a un petit point sur l'historique du partenariat. Donc, depuis 2008, en fait, Lafarge et la réserve sont eu des contacts via les communautés de communes, via les différentes intégrations au niveau des communes. Et de là est née une envie d'un partenariat sur cette zone. Au démarrage, c'était un partenariat volontaire qui a été acté en 2011 dans le cadre pour Lafarge de l'ancienne charte environnement et dans le but d'atteindre le niveau 4 sur 4 sur le site de Cabanac. Et ce partenariat qui à la base était volontaire a été intégré, devenu réglementaire suite aux différentes extensions de la carrière de Cabanac en 2011 et l'intégration du site de Socats au sein du périmètre Lafarge en 2013 et son extension en 2016 avec diverses obligations environnementales que l'on va détailler juste après et un certain nombre de plans de gestion à mettre en place et le partenariat avec la réserve qui avait une connaissance précise des enjeux et de l'ensemble de la zone était évident pour Lafarge sur ces 2 carrières. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte un peu paysager, par chez nous, on est sur des paysages qui sont fortement impactés par l'activité de la sylviculture de pins maritimes, sylviculture en ligne de pins, dont aujourd'hui les rotations sont entre 35 et 28 ans. Donc c'est à la fois rapide et ça entraîne cette mosaïque où on va avoir parfois de grandes surfaces de terrain nus suite à des coupes rases jusqu'à des forêts de pins matures assez clairsemées. Et donc vous voyez là sur la photo aérienne les 2 sites, Socats à gauche, Cabanac en plein centre, puis juste sur l'est le bourg de Cabanac.
Et donc voilà un petit peu cette mosaïque. Alors parfois on a aussi un peu quelques cultures et quelques petits hameaux, mais dans l'ensemble, voilà, on est aux portes nord du massif des Landes de Gascogne, hein, donc plus d'1 million, 1,2 million d'hectares de forêt cultivée. Et donc parmi les espèces pour lesquelles on assure un appui scientifique, on va dire, et des suivis écologiques réglementaires, on a ces 2 espèces de plantes, donc une plante carnivore, le Rossolis à feuilles intermédiaires, protégée nationale, et puis la gentiane pulmonante, qui est protégée départementale en Gironde. Voilà, donc pour lesquelles on va assurer des suivis de population, de dénombrement. Alors ces 2 espèces sont aussi présentes sur la réserve, et donc c'est pour nous aussi un intérêt je dirais, d'externaliser nos compétences et notamment de voir si les méthodes de suivi qu'on applique sont reproductibles, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des décalages phénologiques, donc de s'interroger sur ces aspects-là. Et puis comme vous pouvez le voir sur la gentiane, il y a des petits points blancs. Peut-être que la diapo est un peu petite, mais en tout cas c'est une plante hôte aussi d'un azuré, d'un Fengaris, l'azuré des marais ou l'azuré des mouillères. C'est plein de noms français, en tout cas, voilà. Donc sur la diapo suivante, voilà les 2 papillons aussi sur lesquels on assure des suivis. Donc l'azuré des mouillères, qui est vraiment une espèce très forte en jeu en Gironde. Et puis une espèce qui est commune chez nous, enfin je dirais assez fréquente en tout cas, c'est le DIP, hein, le Phadet des Lèches, dont la plante hôte est la Molini et qui est une plante très 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 courante chez nous. Et donc là, on applique des méthodologies de monitoring approuvées par la communauté scientifique. Et là, l'intérêt pour nous, c'est, comme on a aussi notamment le Phadet des Lèches chez nous, sur la réserve, eh bien, c'est de voir, de comprendre un peu mieux si on observe des fluctuations importantes de nos effectifs. Est-ce que c'est pareil ailleurs? Est-ce que c'est les variations interannuelles? Est-ce que c'est des facteurs globaux qui influencent nos populations? Ou alors il se passe quelque chose chez nous alors qu'ailleurs elles sont stables, chez nous ça baisse. Eh bien pourquoi? Est-ce que c'est une fermeture des milieux? Ça nous permet d'avoir comme ça un plus grand terrain de jeu, entre guillemets, qui nous sécurise en disant, voilà, dans l'analyse, dans la compréhension de ces variations. On effectue aussi un autre type de suivi, ce sont des suivis oiseaux, et notamment plus ciblés sur des espèces landicoles avec la fauvette pitchou, qui est donc un tout petit passereau qui niche dans les fourrés d'ajoncs d'Europe. Alors là, un habitat relativement commun, avec une plante très commune, mais en fait, c'est des faciès qui sont quand même assez impactés par la sylviculture, puisque dans la sylviculture ou les abords de pistes, tout ça c'est un peu broyé régulièrement. Et donc on travaille à fournir des linéaires, voilà, travailler à des habitats favorables pour augmenter les capacités d'accueil, même si là aussi la situation pour ce petit passereau, dans ce qui pourrait être un ensemble d'habitats très favorables, et pas toujours, on a du mal à comprendre, mais n'est pas toujours bien perçu. On a des petits creux comme ça, on ne sait pas trop l'expliquer encore. Et donc, par rapport à tous ces suivis, on commence à avoir des résultats et il faut, à l'aide d'un plan de gestion, orienter des suivis, des travaux qu'on accompagne régulièrement avec deux grands types de travaux qui ont été entrepris ces dernières années, qu'on va voir sur la diapo suivante. Un premier qui va être des chantiers de restauration dans le cadre de la compensation, où on avait des boisements post-tempête en sylviculture qui n'ont pas été reboisés, et donc on a naturellement une des strates arborées et arbustives qui se sont développées au détriment de landes humides. Et donc voilà, on a procédé à des restaurations, notamment pour les parties les plus engorgées, les plus ennoyées, en utilisant du débardage à cheval, qui était la méthode la moins impactante sur des sols un peu tourbeux. Et puis, utiliser aussi les compétences d'une société qui manipule des engins pour pouvoir faire des petits travaux de terrassement en bordure de petites mares, pour pouvoir justement, au lieu d'avoir des berges très abruptes sur lesquelles le battement de nappe ne permet pas à des communautés végétales de s'exprimer, de créer des petites encoches comme ça. Et on a eu comme ça multiplication, en tout cas agrandissement de la surface favorable à la drosera sur ces battements de nappe.
voilà un peu les travaux. Et donc là, on est là pour sécuriser, pour orienter les conducteurs d'engins qui sont très compétents, mais évidemment qui ne sont pas toujours... Enfin, il faut qu'on leur explique vraiment ce qu'on attend, et à partir de là, c'est leurs compétences qui s'expriment, mais parfois ils ne savent pas très bien de quoi on parle pour une plante, et donc on est là pour ça. Sur la diapo suivante, je crois que c'est pour toi, François. De par ce partenariat, tout un volet pédagogique avec la formation, la sensibilisation des équipes des sites à l'ensemble de la biodiversité locale, avec un certain nombre de sorties, un certain nombre de thématiques qui sont drivées par Cyril et très appréciées des équipes, qui permet d'avoir une sensibilisation plus importante sur les sites et une attention sur l'ensemble des espèces des équipes des sites. Donc là, on voit qu'on a une intégration importante de cette sensibilisation. On a aussi énormément de visites de scolaires. Donc, on fait un partenariat de visites de scolaires, donc principalement collège et lycée, avec une visite de la partie réserve sur 1 heure et un autre groupe qui part sur une des 2 carrières pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, on inverse les groupes, ce qui permet aux scolaires d'avoir une vision et industrielle et une gestion environnementale dans une industrie, et également la partie réserve avec la visite des stratotypes et de la salle polyvalente qu'on verra après. On a également un partenariat avec l'UNICEM sur l'accueil de classes pour l'Olympiade des géosciences, donc avec des thématiques chaque année, généralement en septembre-octobre. Alors, c'est un petit peu en train de changer avec la réforme du bac, donc on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Et depuis 7 ans maintenant, la Société Lafarge avait été approchée par l'Université de Bordeaux pour faire des cours de foncier, de réglementation et d'exploitation de carrière auprès des Master 2 Génie civil et géoressources. Et il a été intégré la réserve géologique sur ces cours-là également, pour qu'ils aient une vision également de gestion environnementale, en plus de la partie industrielle. Donc, il y a 3 demi-journées au premier semestre des M2 qui sont réalisées chaque année. Donc, une intervention par Cyril, une intervention par le foncier et une intervention sur l'exploitation. Et ces 3 cours sont généralement assez appréciés des étudiants, où ils ont une vision aussi environnementale de l'exploitation de carrière. Cyril, je te laisse la partie valorisation. Alors oui, dans le partenariat que nous avons, il y a un volet un peu valorisation de nos résultats, en tout cas communication auprès d'autres, du grand public, des élus. Et donc on a réalisé des panneaux pour chacun des sites, celui de Socats et de Cabanac et Villagrain, qui sont à des lieux phares. Celui de Socats, il est juste à côté de la ruche, qui est la grande salle polyvalente sur Socats. Donc tout le monde peut, on va dire, accéder à l'information de ce qu'on peut faire en termes de suivi et des résultats voilà, sur le périmètre carrière. Et puis, grâce à un mécénat d'entreprise, lorsqu'on a voulu rénover et agrandir un peu notre maison de réserve, eh bien, on a pu concrétiser ça grâce à un apport financier dans le cadre d'un mécénat d'entreprise, avec d'autres structures aussi qui ont aidé. Et donc voilà, avant c'était un préau, et puis maintenant c'est une jolie salle pédagogique, et là on a notre présidente avec des élus et un représentant aussi de Lafarge pour signer tous les 3 ans la convention partenariale qui nous unissent. Je conclurai voilà, de ce partenariat, et bien sûr il nous apporte des aspects technico-pratiques. Bien sûr, il a une part très importante dans notre autofinancement, dans notre temps de travail. Il nous offre des sites d'éducation à l'environnement, des sites pour faire de la pédagogie sur d'autres thématiques. Donc c'est toujours un petit plus.
C'est des actions aussi qui nous rendent plus visibles auprès du grand public, des habitants des territoires, auprès même des autres usagers. C'est vrai que les relations que l'on peut avoir, par exemple réserve chasseur, réserve pêcheur, ici se voient dans un autre cadre. Donc on peut discuter et voir un peu dans cet autre contexte, trouver des points un peu d'accroche et puis de discussion. Donc c'est assez intéressant sur ce point de vue-là. Et voilà, pour moi, c'est vraiment aussi un peu particulier de pouvoir avoir une vision plus large que simplement le petit territoire de 80 hectares de la réserve et d'avoir des territoires plus grands pour pouvoir mieux comprendre les cycles biologiques des espèces, parce que on a une mission de conservation, mais parfois on est un peu confronté à un petit peu l'absence de retour d'expérience ou concrètement, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et donc là, on peut plus facilement voilà, on peut avoir un plus grand terrain de jeu et c'est assez sympathique. Et puis bien sûr, la relation avec les personnels de la société Lafarge, où bien sûr, on apprend à se connaître et puis c'est des discussions qui sont toujours très enrichissantes d'un point de vue personnel. Merci. Voilà, à toi François. Et aujourd'hui, donc la suite du partenariat, c'est sur les sites de Sockets et Cavanac, en plus de mesures de compensation qui ont été présentées, on a des zones qui ont été évitées avec une très forte valeur biodiversité. Et aujourd'hui, on a une réflexion avec la réserve et les communes locales, notamment celle de Sockets, d'intégrer ces zones à des espaces de protection type ENS départemental ou peut-être dans le futur une intégration à la réserve géologique en plus de cette zone-là. Mais voilà, on a une réflexion sur vraiment la préservation de ces zones à haute valeur biodiversité dans le futur et à terme, au terme des exploitations de Sockets et Cavanac. Merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a du coup des questions suite à cette présentation? J'ai rien vu dans le chat pour l'instant. Alors, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, ouais. Allez-y. D'accord. Alors, merci pour toutes ces présentations. Moi, j'ai une question alors qui ne concerne pas vraiment cette présentation en particulier et qui s'adresse un petit peu à tous les participants. Là, les 4 présentations, elles ont évoqué des cas où tout s'est un peu bien passé, en tout cas où le dialogue entre les différents partenaires était toujours constructif, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une situation un peu difficile avec une carrière et donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez me donner des conseils. Donc en fait, je fais le suivi d'une colonie d'hirondelles de rivage dans une carrière qui est aujourd'hui en fin d'exploitation et qui devrait être comblée d'ici peu. En fait, il y a déjà une partie qui a été comblée et la partie suivante, on n'a pas de date butoir, mais apparemment, ça pourrait être fait assez rapidement. Cette colonie-là a disparu il y a environ 2 ans, sans qu'on sache trop pourquoi. Par contre, on a des très beaux milieux humides qui se sont développés depuis, notamment des milieux humides temporaires qui seraient favorables à des espèces de milieux pionniers d'amphibiens et d'odonates. On a une donnée de calamite qui date déjà d'il y a 2 ans, mais on suspecte fortement la présence d'autres espèces protégées, notamment parce qu'on a une zone, une ZNIEF juste à proximité de la carrière qui présente des milieux assez semblables. Et donc sachant ça, on est allé voir le carrier, on lui a proposé de faire des inventaires, on l'a informé, et cetera. Mais il a tout refusé en bloc et on n'a plus de contact avec lui en fait. Donc on a informé la DRIEAT et le département qui finance l'étude et à présent on est assez bloqué. On ne sait pas trop comment avancer là-dessus. Est-ce que vous savez si on peut faire plus que ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Voilà. Alors, Moi, je peux dire que question difficile. ça semble effectivement un peu compliqué si le dialogue est rompu parce qu'en fait, je pense que dans toutes nos expériences, enfin voilà, je laisse aussi les autres participants en parler, mais je pense que ce qui fait qu'on arrive justement à bien travailler ensemble, c'est la base, c'est le dialogue. À partir du moment où on n'arrive plus à même pas à discuter, je pense que là, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors Ouais. peut-être essayer de trouver un tiers
qui ferait un peu office de médiateur et qui serait peut-être un lien entre les deux structures. Mais là, je ne sais pas, au niveau local, si quelqu'un pourrait pas jouer ce rôle. Alors peut-être un élu même de la commune sur laquelle se situe la carrière. Mais je pense que là, en fait, dans toutes nos expériences, la base, c'est quand même de pouvoir discuter ensemble et que tout le monde soit motivé aussi quand même Oui, à travailler ensemble. Mais là, oui, ouais, à part trouver ouais, un c'est autre interlocuteur qui fasse un peu le lien entre les deux, j'avoue, je mais voilà, vois c'est un peu compliqué. Mais du coup, est-ce que d'un point de vue juridique, comment ça se passe au moment du remblaiement de la carrière? Si on a trouvé des espèces protégées, est-ce que, comme il y a une obligation de remise en état, etc., comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une obligation de prendre en compte ces espèces-là ou pas? En alors théorie, dans un dossier, vous avez un dossier avec une étude d'impact, avec une étude faune-flore. Le grand débat là-dedans, c'est qu'est-ce qui a été vu et qu'est-ce qui n'a pas été vu et qui est apparu après. C'est toujours un peu ça le problème. Sans forcément revenir à mon cas personnel, mais je veux dire aujourd'hui, sur une extension de grammaire, le castor n'avait pas été vu, il a été vu par après. Et évidemment, on s'est mis autour de la table pour dire comment est-ce qu'on l'intègre, mais ça n'a pas figuré dans le dossier, ça n'a pas figuré dans l'instruction, ça figure pas sur l'arrêté préfectoral. Donc en théorie, si ça figure pas sur l'arrêté préfectoral, l'exploitant n'est pas tenu de faire quoi que ce soit juridiquement. Enfin, je peux me tromper, et si je me trompe, dites-le moi. Maintenant, je ne sais pas si un exploitant a vraiment un intérêt à aller faire un bras de fer de ce type, surtout si c'est une carrière en remblaiement. Alors, j'ai été déconnecté de la réunion, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas suivi, mais si la carrière elle est en fin de remblaiement et que du coup on arrive à un état final, je ne connais pas la carrière, mais en tout cas, je pense qu'avec un peu de médiation, normalement, on trouve toujours des solutions, quoi. Maintenant, je ne sais pas quel est votre contexte, vos relations, ça c'est toujours compliqué. Mais pour moi, juridiquement, s'il n'y a rien dans un dossier, puisque c'est quand même l'étude d'impact issue de l'inventaire faune-flore, il fait foi. Ok, donc s'il y a une espèce protégée qui est apparue après l'ouverture de la carrière, normalement, ça compte plus, c'est ça? Non, Je c'est pense pas que c'est pas si exactement simple. ça. C'est pas Je si crois que simple, effectivement. c'est un petit peu plus compliqué que ça. S'il y a effectivement eu colonisation, alors tout dépend de l'ancienneté d'études d'impact. Il y a beaucoup d'études d'impact qui n'ont pas été construites avec souvent suffisamment d'attention, dont on a hérité aujourd'hui. Et l'arrivée d'espèces nouvelles est pour moi un élément important. Je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas mettre l'OFB dans la boucle. D'accord. Pour essayer de… Alors, encore une fois, avec ce souci de médiation, parce qu'il n'y a rien de plus contre-productif que, effectivement, l'affrontement direct. On arrive à ses fins, mais en règle générale, c'est toujours une victoire à la Pyrrhus. D'accord, ok. Merci. Il y a d'autres questions dans le chat aussi. Il y avait Vincent qui avait levé la main, peut-être pour réagir sur ce sujet-là, par contre. Oui, Vincent Reynaud pour l'UNPG, co-organisateur de ce webinaire. Par rapport à l'intervention précédente, vous avez cité la DRIEAT, qui me paraît avoir une vision complète entre des enjeux de biodiversité et des enjeux réglementaires de remise en état de site. Et vous avez cité l'OFB, mais je pense qu'en premier lieu, le juge arbitre et qui sera à même d'indiquer la voie à suivre est bien la DRIEAT, votre service, le service de tutelle des carrières et qui est en charge d'avoir une vision panoramique sur tous les enjeux environnementaux dans des sites industriels comme ceux des carrières. D'accord. Merci. Alors, donc dans le chat, il y a des questions. Donc, Cyril, on te demande le modèle de convention partenariale entre la réserve et la Farge. Si tu peux transmettre, est-ce que c'est possible de transmettre ça à Valérie Chalimot qui demande ça? Et sinon, si c'est confidentiel, peut-être avoir un document adapté pour servir de modèle. Oui, c'est un aspect administratif, je peux demander et puis voir ce qu'on peut vous transmettre, il n'y a pas de souci. Oui.
Ensuite, qu'est-ce qui reste comme question? Je ne sais pas à quel moment ça s'adresse. Il y a une question sur est-ce que les terrains exploités ont-ils pu être intégrés avant la restauration complète et intégrer la réserve avant la fin d'exploitation? Je ne sais pas à qui ça s'adresse exactement. Alors, pour le cas de Lafarge, c'est une réflexion qui est menée pour les terrains en post-exploitation. Aujourd'hui, tant qu'ils sont dans le périmètre carrière, ils restent dans le périmètre carrière en mesure d'évitement. Et c'est une réflexion qu'on mène pour le futur et en post-exploitation. Ok, merci. Et une autre question de Valérie. Existe-t-il une règle de type de clôture périmétrique sécuritaire d'une carrière? Est-ce que c'est à la charge de la carrière ou de la réserve voisine? La carrière, On peut répondre. Je ne crois pas qu'il y ait de modèle type de carrière homologuée, de barrière homologuée carrière. Après, les carrières ont une obligation de clôture pour des questions de sécurité. Une question complémentaire, ça peut être si la réserve accueille des troupeaux pour du pâturage extensif, et auquel cas c'est vraiment le dialogue entre les deux qui s'impose. Pour donner le cas de Célestat, par exemple, les clôtures sont entièrement prises en charge par les sablières. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça répond aux questions. J'ai rien raté comme question dans le chat. Eh bien, de toute façon, on a un peu grappillé sur le temps qu'on s'était fixé. Il est 10h34. Je propose de laisser le mot de la conclusion de ce webinaire à Sandra Rimet. Bonjour à tous, Sandra Rimet, secrétaire générale de MIF Minero-Industriel France. Donc, j'avais 5 minutes, mais je vais prendre que 2 minutes, je vous rassure. Donc, nos organisations, là, UNPG, France Ciment et MIF, donc on vous remercie, les professionnels du réseau national de RNF. Donc, je vais quand même vite vous reciter, hein, le PNR Cap et Marais d'Opale, la réserve naturelle, je ne sais pas le prononcer, de Wild, la ville de Célestat, la réserve naturelle de Socalabred, la réserve naturelle des étangs de Mépieux et l'association Loparvie. Et merci aussi aux entreprises, hein, de l'industrie extractive et de transformation. Merci au groupe Vicat, aux Sablières Léonard, au groupe Lafarge et aux Carrières du Boulonnais. Je constate qu'il y avait 80 personnes présentes, donc une forte présence. Ça montre l'intérêt du rapprochement de nos réseaux, et je vous remercie tous de votre attention. Moi, j'ai retenu 5 points aujourd'hui. C'est que les carrières peuvent devenir des réserves naturelles. Les carrières, elles vivent en harmonie, hein, à proximité d'enjeux, notamment écologiques, hein. On a eu pas mal d'exemples, et puis des exemples même d'APB, d'ENS, et puis même de carrières qui viennent pas que des réserves naturelles, mais même des APB, des ENS. Il y a des exemples en France. J'ai retenu beaucoup d'exemples donc, de démarches volontaires, hein. Il y a vraiment, avec le plan paysage, la réserve naturelle volontaire, qui a quand même laissé en place du gisement. On sait qu'on est sur des géologies rares, un peu plus dans le cadre de l'industrie cimentière. Des exemples de partenariats donc réussis. Bon, c'était l'objet aujourd'hui. J'ai retenu également des restaurations donc réussies, hein. Notre connaissance en génie écologique commence ça fait pas mal d'années maintenant, hein, que les carrières ont pris conscience de tout ça, hein, plus d'une trentaine d'années. Et enfin, des coopérations réussies. Donc, ça a été pas mal dit, hein, les gens se parlent. Donc, je peux conclure sur 2 points, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces exemples ont montré quand même une preuve d'une parfaite conciliation de nos activités avec la géodiversité et la biodiversité, et de notre contribution. Et le dernier point que vous avez tous souligné, donc tant pis, je conclus avec ce que vous avez tous dit, c'est l'aspect essentiel du dialogue. On l'a vu avec le dernier exemple où le carrier est un peu fermé, à voir s'il ne peut pas concilier
est apparu. Et donc, l'importance aussi de ce partenariat et du rapprochement de vos métiers, vous tous sur le terrain. Et comme l'a dit Gaël Guétan, là, dans l'exemple du bassin de Marquise, du mariage heureux qu'il y a eu là-bas, qui s'inscrit dans le temps, là, dans le plan paysage, entre le territoire, la géologie et les hommes. Voilà, donc on a tous une jolie terre et on veut tous la garder. Donc voilà, donc je suis très contente de ce partenariat qui dure depuis 2019. Bon, j'ai peut-être fait 3 minutes. Mais en tout cas, merci de votre attention. Merci Sandra. Et du coup, par rapport à cette notion de dialogue entre les réseaux partenaires, justement, je vous ai remis dans le chat le lien vers l'annuaire qu'on a mis en place, l'annuaire partagé entre les 4 réseaux. Donc l'idée, c'est sur la base du volontariat que des membres puissent donner leurs coordonnées afin de pouvoir être contactés par des partenaires qui souhaiteraient discuter avec eux justement de questions dans un sens vers l'exploitant ou vers les gestionnaires. Voilà, donc c'est vraiment surfer sur cette idée que c'est le dialogue qui est primordial pour permettre de mettre en place de bons projets de collaboration et que dans le cas contraire, on voit que ça peut au contraire mal se passer. Ouais. Voilà, eh bien, merci à tous. Je pense du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, interventions rapides, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a enregistré le webinaire, donc on mettra à disposition la vidéo pour ceux qui voudraient la consulter ou revoir ça. Et si tous les intervenants sont d'accord, on mettra aussi à disposition leur présentation. On enverra à l'ensemble des participants pour qu'ils puissent retrouver les éléments. Si vous avez aussi d'autres liens utiles à partager, pourquoi pas, ce sera l'occasion de faire un envoi de restitution à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.